J'avais consacré ma vie à ce garçon, vidé mes économies, travaillé jusqu'à ce que mes mains me fassent mal pour payer secrètement son hypothèque pendant 3 longues années. Mais quand Célestine m'a regardé droit dans les yeux pour me dire « Pour Noël » que tu n'étais pas à ta place, quelque chose d'essentiel en moi s'est brisé. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé pour eux, car j'ai décidé que leur vie parfaite allait s'effondrer. Au moment où elle m'a écartée, un froid plus glacial que n'importe quel vent d'hiver s'est niché au plus profond de mes os. J'avais consacré ma vie à ce garçon, vidé mes économies, travaillé jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Mais quand Célestine m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Nous pensons qu'il serait préférable que tu ne passes pas Noël avec nous cette année. Les clients de Mathieu reçoivent. Et honnêtement, Élise, tu ne cadres juste pas. » Quelque chose d'essentiel en moi s'est brisé. Après tout, les nuits blanches à veiller un enfant malade, la retraite épuisée pour acheter leur maison parfaite, les paiements hypothécaires que j'avais faits ce fut le moment exact où une détermination tranquille s'est allumée en moi. Si je n'étais pas assez de la famille pour m'asseoir à leur somptueuse table de fête, alors peut-être n'étais-je pas non plus assez de la famille pour garder le toit sur leur tête. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé pour eux. Pour moi, cela a révélé une force que j'avais longtemps oubliée. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. À 62 ans, je pensais être entourée de chaleur, jardiner, gâter mes petits-enfants. Au lieu de cela, je me suis retrouvée dans une maison soudain trop grande, trop silencieuse, remplie de fantômes de souvenirs, qui se moquaient de mes sacrifices. Mon histoire a commencé il y a des décennies à Beaumont-sur-Loire, une petite ville où tout le monde semblait connaître votre vie avant vous. J'ai commencé comme infirmière à l'hôpital Sainte-Marie de Beaumont, juste après mes études. C'est là que j'ai rencontré Armand, mon défunt mari. C'était un homme bon. Ses yeux promettaient un avenir paisible. Nous nous sommes mariés jeunes, avons acheté une maison modeste sur la rue des Tilleuls et rêvions d'un foyer plein de vie. La vie, cependant, avait ses propres plans complexes. Après des années d'efforts, nous n'avons été bénis que d'un seul enfant, notre fils Mathieu. L'instant où il a été placé dans mes bras, j'ai su que je déplacerais des montagnes pour lui. Quand il a été diagnostiqué avec un asthme sévère, à 3 ans, j'ai réduit mes heures à l'hôpital. Ces nuits, assise près de son berceau, écoutant ses respirations superficielles et désespérées, le précipitant aux urgences au moindre signe de détresse, elles ont forgé un lien que je croyais incassable. Armand et moi avons mis toute notre énergie pour Mathieu, pour lui construire un monde dont nous ne pouvions que rêver. Nous conduisions de vieilles voitures, raccommodions nos vêtements et économisions le moindre sou. Son premier ordinateur, ses stages de programmation. Chaque désir était satisfait grâce à mes épuisantes heures supplémentaires. Armand n'a jamais vu Mathieu obtenir son diplôme. Une crise cardiaque subite l'a emporté quand Mathieu avait à peine 20 ans, me laissant veuve à 44 ans. L'assurance vie couvrait à peine les frais d'obsèques. L'hypothèque persistante pesait comme un autre fardeau. J'étais dévastée, à la dérive. Mais Mathieu, mon unique enfant, m'a empêchée de m'effondrer. « Maman, tu devrais peut-être envisager de vendre la maison », a suggéré Mathieu un soir, 1 mois après le départ d'Armand. Sa voix était calme. « C'est trop pour toi seul, et l'argent pourrait vraiment m'aider pour mes études. Tu n'aurais pas à t'inquiéter. » Une vive piqûre de douleur, une profonde souffrance m'a frappée. C'était notre maison. Chaque lame de parquet usée murmurant le souvenir d'Armand. Mais j'ai repoussé ce sentiment. Mathieu était pratique, en deuil. « C'est notre maison », lui ai-je dit, ma voix plus douce que ce que je ressentais. « Ton père et moi avons trop travaillé pour elle.
D'ailleurs, où resterais-tu pendant les vacances? Non, je prendrai des heures supplémentaires à la place. Et c'est précisément ce que j'ai fait. Pendant 3 ans, j'ai travaillé 60 heures par semaine, prenant souvent des gardes de nuit épuisantes. Mes doigts me faisaient souvent mal à cause de la prise rigide de l'hôpital, l'odeur d'antiseptique collant à ma peau. Au moment où Mathieu a traversé cette scène, son diplôme d'informatique en main, j'étais épuisée jusqu'à l'os, mais pleine de fierté. Il était le premier de notre famille à obtenir un diplôme universitaire. « Je l'ai fait, maman », avait-il dit en me serrant fort. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Ces mots, alors, avaient été tout. Mathieu a décroché un emploi prometteur dans la technologie à Beaumont-sur-Loire. J'étais aux anges. Pendant qu'il construisait sa carrière, j'ai continué à l'hôpital Sainte-Marie de Beaumont, où le docteur Étienne Dubois, chef de médecine de l'hôpital, un veuf bienveillant sans enfant, me qualifiait souvent de son infirmière la plus fiable. Puis, pendant la 2e année de Mathieu, il a rencontré Célestine Dubois. Elle était magnifique, ambitieuse, issue de la famille la plus riche de Neuilly-sur-Seine. Son père, Monsieur Delacroix, possédait des concessions automobiles. Sa mère, Madame Delacroix, organisait des galas dont on chuchotait l'existence. Leur monde semblait instantanément différent, une dissonance silencieuse. « Maman, je veux que tu rencontres Célestine », a dit Mathieu, en la ramenant à la maison pour le dîner. Elle travaille au marketing et elle est incroyable. Célestine était polie, mais distante. Ses yeux ont balayé notre modeste salon, un sourire fin écartant nos meubles usés, les photos de famille décolorées. « Votre maison est pittoresque », a-t-elle dit, rendant clair qu'elle pensait le contraire. « Mathieu me dit que vous avez vécu ici toute votre vie conjugale. »« Oui », ai-je répondu, essayant de combler le fossé déjà en formation. « Armand et moi l'avons acheté quand nous avons commencé. Ce n'est rien de fantaisie, mais elle est remplie d'amour. » Célestine a souri étroitement. « Eh bien, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Bien que Mathieu et moi ayons cherché des propriétés au domaine du lac des Cygnes. Avez-vous vu ces nouveaux développements? Ils sont absolument magnifiques. Le domaine du lac des Cygnes, le quartier le plus exclusif de Beaumont-sur-Loire, abritait des maisons au-delà de mon imagination. Ça a l'air charmant, ai-je réussi à dire, mais Mathieu a rapidement détourné le regard, évitant le mien. Ils ont annoncé leur fiançailles 6 mois plus tard. J'étais heureuse pour Mathieu, mais les différences de leurs origines, de leurs attentes, me rongeaient. Pourtant, j'ai accepté Célestine et j'ai fait de mon mieux pour m'impliquer. « Élise », a dit Madame Delacroix lors de notre première rencontre pour discuter du mariage. « Nous avons déjà réservé le golf club de Neuilly et engagé le meilleur organisateur de mariage de la région. Nous nous occuperons de tous les arrangements. Vous n'avez pas à vous inquiéter. » Je me suis sentie mise de côté, complètement insignifiante. Mais j'ai ravalé ce sentiment, me rappelant que c'était Mathieu et Célestine, pas moi. J'ai proposé d'aider pour le dîner de répétition. « Oh !» Madame Delacroix a échangé un regard rapide avec Célestine. « Nous l'avons déjà réservé au château de la Chesnaye. Monsieur Delacroix a des relations là-bas. »« Je vois. » ai-je dit doucement. « Eh bien, y a-t-il quelque chose avec quoi je peux aider ?» Célestine m'a tapoté la main comme une maîtresse d'école ferait à un enfant un peu perdu. « Vous voulez contribuer, Élise. Peut-être assembler les dragées de mariage. » J'ai ravalé l'amère saveur de ma fierté. Le rôle d'une mère, même quand ça pique. Le mariage fut un pur spectacle. Robe de créateur, sculpture de glace, un orchestre digne de la royauté. Ma meilleure robe me semblait désespérément inadéquate. Un uniforme terne, au milieu de l'élite mondaine étincelante des Delacroix. Mathieu passa la réception collée à la famille de Célestine,
son attention fixée sur leur orbite, ne s'arrêtant à ma table que brièvement. « Tu t'amuses bien, maman ?» demanda-t-il, sa cravate desserrée. « Bien sûr, mon chéri. Tout est magnifique. Je suis si heureuse pour toi. » Il rayonna. Le père de Célestine parle de m'intégrer à l'entreprise. Il dit que j'ai un potentiel au-delà de la programmation. C'est merveilleux, dis-je, le pensant sincèrement, malgré le sentiment persistant que Mathieu était entraîné plus loin dans leur monde, et plus loin de moi. Après la lune de miel, Mathieu et Célestine ont sérieusement commencé à chercher une maison. Ils m'ont invité un week-end à voir une maison au domaine du lac des Cygnes. Une vaste demeure de 4 chambres, une cuisine de chef et un jardin avec vue sur le lac, conçu pour recevoir de grandes réceptions. « N'est-ce pas parfait, maman ?» demanda Mathieu, les yeux brillants. C'était magnifique, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander comment il pourrait bien se l'offrir. Mathieu avait un bon emploi, mais peu d'années de carrière et les prêts étudiants qui pesaient encore. « C'est ravissant, dis-je. Mais mon chéri, es-tu sûr que c'est dans votre budget ?» Le sourire de Célestine se tendit, une fine ligne sur ses lèvres. « Mes parents nous aident avec l'apport. Nous avons fait les calculs. Nous y arriverons. » Ce que je ne savais pas, c'était que ce « nous y arriverons » allait bientôt vider mon propre avenir soigneusement protégé. Un avenir que je pensais assuré pour moi-même et pour lui. Et quel serait le coût réel de cet avenir pour une mère qui avait tout donné, seulement pour être jugée insuffisante. Environ 1 mois après qu'ils se sont installés dans leur maison de rêve, le premier appel est arrivé. La voix de Mathieu au téléphone était tendue, hésitante. « Maman, je déteste te demander ça, mais nous sommes un peu dans une mauvaise passe. Les impôts fonciers ici sont plus élevés que prévu. Et avec les nouveaux meubles, le paiement de la voiture de Célestine, mon cœur s'est serré. De combien as-tu besoin ?» ai-je demandé, sans même prendre le temps de questionner. 5 000 € nous aideraient à nous rattraper, a-t-il dit, l'air soulagé. J'ai retiré l'argent de mes économies le lendemain. Ce n'était pas facile. J'économisais pour un petit appartement, une vie plus simple en vieillissant. Mais Mathieu avait besoin de moi. C'est ce qui comptait. Cela est devenu un schéma silencieux, insidieux. Tous les quelques mois, une autre urgence temporaire. La nouvelle climatisation est tombée en panne. L'entreprise de Célestine a réduit ses effectifs, nécessitant un investissement en certification. Les parquets, prétendument de la mauvaise teinte, devaient être remplacés. Chaque fois, je puisais plus profondément dans mes économies qui diminuaient. Chaque fois, Mathieu promettait qu'il se remettrait sur pied. Chaque fois, les notes de remerciement devenaient plus courtes, les appels moins fréquents. Leur gratitude, autrefois si effusive, est devenue un fantôme. Puis vint la plus grande de toutes les demandes. Mathieu est apparu chez moi un soir, seul. Il tripotait sa bague de mariage, évitant mon regard. « Maman, je dois te parler de quelque chose de sérieux. Célestine et moi, nous avons du mal avec l'hypothèque. Le taux d'intérêt a augmenté. Et avec tout le reste, le père de Célestine a eu des revers commerciaux. Ils ne peuvent plus nous aider. Mon cœur s'est serré. Je savais déjà. De combien êtes-vous en retard ? ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. 3 mois. Mais ce n'est pas seulement ça. Le paiement est juste trop élevé pour nous en ce moment. Nous ne voulons pas perdre la maison, maman. Nous en avons fait notre foyer. Notre foyer. Les mots résonnaient, se moquant de la maison qu'Armand et moi avions bâtie. La maison que Mathieu m'avait suggéré de vendre. Pourtant, j'ai accepté. Je ne pouvais supporter l'idée que mon fils et sa femme perdent tout, risquant la saisie. Je vais devoir parler au docteur Dubois pour prendre plus d'heures, ai-je dit.
À 60 ans, les gardes de nuit étaient à plus difficile. Mais je me débrouillerais. Le soulagement de Mathieu était palpable. « Tu es la meilleure, maman. Nous te rembourserons. Je te le promets. » Cette nuit-là, seule dans ma cuisine, j'ai calculé la dure vérité. L'hypothèque de leur maison au domaine du lac des Cygnes était presque le double de la mienne. Pour la couvrir, ma retraite s'évanouirait, reportée indéfiniment. Mes modestes dépenses seraient réduites à l'os. Mais quel choix avais-je? C'était mon fils, mon unique enfant. Ma dernière, précieuse connexion avec Armand. Le silence de la maison pesait, un poids lourd. Ce schéma continu de donner, de sacrifices silencieux, laissait un vide dans mon âme. Une question résonnant dans les espaces vides de mon foyer. Que se passe-t-il lorsque le puits est enfin à sec et que celui qui donne découvre qu'il n'a plus rien, pas même sa propre paix? Les lumières fluorescentes de l'hôpital bourdonnaient, un contrepoint constant et épuisant à ma propre fatigue intérieure. Le matin, après la demande de Mathieu, j'ai parlé au docteur Dubois. « Élise, dit-il, l'inquiétude gravée sur son visage. Vous travaillez déjà plus d'heures que quelqu'un de votre âge ne devrait. Tout va bien ?» Il était assis en face de moi dans son bureau, la légère odeur de café flottant dans l'air. Son regard était bienveillant, mais inébranlable. « Tout va bien », l'ai-je assuré, forçant un sourire qui se voulait fragile. Je consolide juste mon fonds de retraite. Il ne semblait pas convaincu, mais me respectait trop pour fouiller. Je peux vous affecter au service de cardiologie pour quelques gardes supplémentaires, a-t-il offert. Ils sont toujours en sous-effectif. Mais promettez-moi de prendre soin de vous. J'ai promis, même si je savais que c'était un mensonge, que j'aurais du mal à tenir. Pendant les 3 années suivantes, j'ai payé l'hypothèque de Mathieu et Célestine. Chaque mois, je transférais l'argent directement sur leur compte, sautant souvent le déjeuner à la cafétéria de l'hôpital pour économiser quelques euros. Ma propre maison sur la rue des Tilleuls, celle où Armand et moi avions construit nos rêves, montrait les signes d'usure. Les robinets fuyaient, les tuiles avaient besoin d'être remplacées, et ma vieille voiture a été sans entretien régulier, plus longtemps qu'elle n'aurait dû. J'ai décliné les invitations d'amis, y compris Sophie Leclerc, si elles impliquaient de dépenser de l'argent. Ma vie s'était réduite au travail, à mon foyer tranquille et au gouffre financier sans fin du domaine du lac des Cygnes. Pendant cette période, ma relation avec Mathieu et Célestine a progressivement évolué. Les dîners hebdomadaires du dimanche sont devenus mensuels, puis occasionnels. Leurs appels téléphoniques se sont raccourcis, leurs excuses plus fréquentes. Célestine ne me demandait presque plus rien de ma vie. Quand je visitais leur vaste maison, je ne pouvais m'empêcher de remarquer les somptueuses redécorations, les comptoirs en marbre importés, le nouveau canapé d'angle rutilant qui devait avoir coûté une fortune. Je faisais des économies de bouts de chandelle pour les maintenir à flot, tandis qu'ils se permettèrent des folies. Le nouveau canapé d'angle est magnifique, ai-je commenté lors d'une visite. Ma voix neutre. Il vient de ce showroom de designer en ville, a dit Célestine, avec désinvolture, les yeux brillants. Nous avons décidé que nous méritions de faire une petite folie. La santé mentale, c'est important, tu sais. J'ai mordu ma langue, pensant à la salle de bain perpétuellement humide de ma propre maison, aux réparations que je ne pouvais pas me permettre. Le même soir, caché dans le bureau alors que Célestine me croyait à la cuisine, j'ai surpris sa conversation téléphonique avec sa mère. « Je sais, maman, c'est épuisant de devoir l'inclure dans tout, mais Mathieu se sent obligé, tu sais. Au moins, elle contribue financièrement. » Mes joues brûlaient d'humiliation. Contribue financièrement? Je payais l'intégralité de leur hypothèque, sacrifiant mon propre bien-être pour maintenir leur grand train de vie. Et c'était ainsi qu'elle qualifiait ma contribution?
Une obligation. Une obligation fastidieuse. Le véritable tournant est survenu la semaine avant Noël. Je luttais contre une toux persistante depuis des semaines, enchaînant mes gardes malgré une fatigue croissante. Le docteur Dubois m'a remarqué, appuyé contre le poste des infirmières un soir, essayant de reprendre mon souffle. « Ça suffit, Élise !» a-t-il dit fermement. « Je vous prescris une radio des poumons tout de suite. » Le diagnostic est tombé le lendemain. Une pneumonie, avec des complications dues à l'épuisement et à un système immunitaire affaibli. Vous avez besoin de repos, a insisté le docteur Dubois. Un repos complet. Je vous mets en arrêt de travail pour au moins 4 semaines. J'ai protesté, pensant au paiement de l'hypothèque due dans 2 semaines. Mais il était catégorique. Ce n'est pas négociable. Votre santé doit passer avant tout. Pour la première fois depuis des années, j'ai dû penser à mes propres besoins. Alors que j'étais allongée dans mon lit ce soir-là, écoutant la pluie contre ma fenêtre. Une décision difficile à mûrir. J'appellerai Mathieu, lui expliquerai et lui demanderai s'il pouvait assumer leur hypothèque pendant 1 mois ou 2 pendant que je récupérais. Quand j'ai téléphoné le lendemain matin, Célestine a répondu. Sa voix était glaciale. « Élise, Mathieu est en réunion. Je peux prendre un message ? C'est important, Célestine. Je dois lui parler du paiement de l'hypothèque. » Un silence s'est étiré, rempli de grésillements. « Le paiement de l'hypothèque ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Son ton était cinglant. « Je suis en arrêt de travail. Pneumonie. Je ne pourrai pas faire d'heures supplémentaires avant un moment. Alors, j'espérais que Mathieu et toi pourriez couvrir l'hypothèque le temps que je me remette sur pied. » Le silence à l'autre bout du fil était déstabilisant. « Célestine, tu m'as entendu ?»« Je t'ai entendu !» a-t-elle dit, sa voix soudain dure. « Donc tu dis que tu n'enverras pas l'argent ce mois-ci ?» La façon dont elle l'a formulé, comme si c'était un dû et non un sacrifice que j'avais fait, m'a profondément blessée. « Je ne peux pas, Célestine. Je suis malade. Le médecin dit « Nous comptons sur cet argent, Élise. » A-t-elle coupé la voix empreinte d'agacement. « Nous avons des projets. Nous avons déjà réservé notre séjour de ski à Courchevel 1850 pour les vacances de Noël. » Une vague froide de réalisation choquante m'a envahie. Ils avaient de l'argent pour de luxueuses vacances au ski, mais pas pour leur propre hypothèque. Leur hypothèque, que je couvrais depuis 3 ans. Je couvre votre hypothèque depuis 3 ans, ai-je dit, ma voix basse, tremblante d'incrédulité. Je pense que Mathieu et toi pouvez vous débrouiller pendant 1 mois, le temps que je me remette de ma pneumonie. Son rire fut court et absolument méprisant. Oui, parce que cela compense tout ce que Mathieu a fait pour toi après le décès de son père. Il m'a raconté comment tu t'es complètement reposé sur lui. Comment il a dû être ton soutien émotionnel alors qu'il avait à peine 20 ans. Comment il est resté près de toi pour ses études parce que tu ne pouvais pas supporter d'être seul. Chaque mot fut comme une gifle, une distorsion brutale de mes souvenirs. Ce n'était pas du tout ce qui s'était passé. Je m'étais tenue forte pour lui. J'ai fait des heures supplémentaires pour qu'il puisse aller à l'université, les encourager à suivre ses rêves. Ce n'est pas vrai, Célestine. Écoute, dit-elle avec une patience forcée. Nous savons tous que tu as aidé avec l'hypothèque parce que tu voulais être impliquée dans nos vies. Et c'est très bien, mais n'essaie pas d'utiliser ta santé comme levier. J'étais maintenant sans voix. Dans quel univers payer l'intégralité de l'hypothèque de quelqu'un était considéré comme vouloir être impliqué? J'étais une bouée de sauvetage, pas une participante enthousiaste. Je parlerai à Mathieu ce soir. Ai-je finalement réussi à dire. Dis-lui de m'appeler s'il te plaît. Mais Mathieu n'a pas appelé ce soir-là, ni le lendemain. Le téléphone est resté silencieux, un symbole frappant de leur indifférence.
Et à mesure que les heures s'écoulaient, une nouvelle question a commencé à se former dans mon esprit. Une amère prise de conscience qui me serrait le cœur. Lorsque les personnes pour qui vous avez tout sacrifié déforment votre histoire et ignorent votre douleur, que reste-t-il vraiment de l'amour que vous leur avez donné? 3 jours plus tard, le téléphone a enfin sonné. C'était Mathieu. Sa voix, quand il a parlé, était précipitée, défensive. Un contraste saisissant avec le garçon calme dont je me souvenais. « Maman, Célestine m'a parlé de votre conversation. Je suis désolée que tu ne te sentes pas bien, mais nous avons vraiment besoin de ce paiement. Nous nous sommes engagés à organiser un dîner avant Noël pour les collègues de Célestine, et nous avons déjà commandé de nouveaux meubles de salle à manger. Mathieu, ai-je dit, ma voix stable malgré la douleur dans ma poitrine, une douleur qui n'avait rien à voir avec la pneumonie. Je paie votre hypothèque depuis 3 ans. 3 ans d'heures supplémentaires, de repas sautés, de réparations reportées sur ma propre maison. Je demande une courte pause pendant que je me remets d'une maladie grave. Silence au bout du fil. Puis... Alors, tu tiens les comptes? Je pensais que tu aidais parce que tu le voulais, pas parce que tu attendais quelque chose en retour. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Comment en étions-nous arrivés là? Quand mon fils était-il devenu quelqu'un capable de me parler ainsi? Je n'attends rien en retour. Ai-je rétorqué, ma voix se brisant, sauf un respect élémentaire. Et peut-être une certaine inquiétude pour ma santé. Bien sûr que je suis inquiet, a-t-il dit précipitamment, mais son ton démentait ses mots. C'est juste un mauvais timing. Les fêtes approchent et nous avons des obligations. Des obligations plus importantes que la santé de ta mère? Ai-je demandé. Il a soupiré, le son grésillant au téléphone. Ne dramatisons pas, maman. Écoute, je vais voir ce que nous pouvons faire. Peut-être que nous pourrons t'envoyer la moitié ce mois-ci. La moitié? Après tout ce que j'avais fait, il offrait la moitié? Ne te donne pas la peine, dis-je, un calme étrange et tranquille s'installant en moi. Je trouverai une solution. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma maison silencieuse, voyant vraiment ma situation pour la première fois. J'avais tout donné à un fils, qui considérait mes sacrifices comme des obligations. J'avais vidé mes économies pour maintenir son train de vie, négligeant mes propres besoins, me rendant malade pour des gens qui planifièrent des vacances au ski, alors que je ne pouvais pas me permettre de réparer un robinet qui fuyait. Quelque chose de fondamental devait changer, et cela devait commencer par moi. Le lendemain, malgré ma faiblesse persistante, j'ai fait 2 appels essentiels. Le premier fut à ma banque, pour arrêter le virement automatique vers le compte de Mathieu et Célestine. Le second fut à ma vieille amie, Sophie Leclerc. Enseignante à la retraite, Sophie essayait depuis des années de me faire rejoindre son groupe de bénévoles au centre communautaire. « Élise, ma chère !» s'est-elle exclamée chaleureusement en répondant. « À quoi dois-je ce plaisir ?» Je me demandais si cette offre de rejoindre votre club de lecture était toujours d'actualité, dis-je, surprise par la légèreté de ma propre voix. « Toujours. Nous nous retrouvons les jeudis à la bibliothèque. Mais d'habitude, vous travaillez à ce moment-là, n'est-ce pas? Plus maintenant, dis-je. Je suis en train de faire des changements. » La décision fut comme tourner un paquebot transatlantique. Des années d'habitudes ancrées, de vie pour les autres, commençaient à se modifier. Le silence dans ma maison résonnait toujours. Mais maintenant, il ressemblait moins à un vide et plus à une possibilité. Ce chemin, bien qu'intimidant, fut comme la première bouffée de vraie liberté que j'avais prise depuis longtemps. Mais combien d'entre nous, face à de si profondes trahisons, confondent l'autopréservation avec l'égoïsme, plutôt que l'acte véritable de reprendre possession de leur propre histoire?
Tandis que je me remettais de ma pneumonie au cours des 2 semaines suivantes, un nouveau rythme s'est installé dans ma maison silencieuse. J'ai commencé à lire des livres qui traînèrent sur mon étagère depuis des années, la poussière s'accumulant sur leurs tranches. J'ai invité Sophie à prendre le thé, sa présence chaleureuse remplissant des pièces qui s'étaient senties trop vides. J'ai même appelé ma sœur, Lynn, à Lyon, à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, trop absorbée par les heures supplémentaires et les exigences de Mathieu. Elle a eu l'air surprise, puis sincèrement ravie. Pendant ce temps, les SMS et les appels de Mathieu ont commencé. Chacun plus urgent que le précédent. Où était le paiement de l'hypothèque? Avais-je oublié de transférer l'argent? Y avait-il un problème avec la banque? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur ma guérison, sur le fait de laisser mon corps se réparer et sur la réévaluation de mes priorités. Mon téléphone gisait face contre table, un témoignage silencieux de ma nouvelle résolution. La veille de Noël, Mathieu a finalement sonné à ma porte. Il avait l'air harassé, ses cheveux habituellement soignés ébouriffés, les yeux cernés de stress. « Maman !» a-t-il dit, dès que j'ai ouvert la porte. « Il y a eu une erreur avec le paiement de l'hypothèque. La banque dit que le virement a été annulé. » Je me suis écartée pour le laisser entrer, remarquant qu'il m'a à peine regardé, ne m'a pas demandé comment j'allais, n'a pas commenté ma perte de poids encore visible due à la maladie. Ce n'était pas une erreur, Mathieu, ai-je dit calmement, alors que nous nous asseyions dans mon salon. J'ai annulé le virement intentionnellement. Il m'a regardé, incompréhensif. « Quoi? Pourquoi ferais-tu ça? » « Parce que je ne suis plus en mesure de payer votre hypothèque, » ai-je répondu, ma voix ferme. Je me concentre sur ma santé et mon avenir maintenant. Son visage s'est empourpré de colère. « Tu ne peux pas décider ça sans prévenir. Nous avons des engagements basés sur cet argent. »« Comme votre séjour au ski ?» ai-je demandé calmement. Il a eu la décence d'avoir l'air momentanément honteux, avant de se ressaisir. « Ce n'est pas juste. Nous travaillons dur et nous méritons des vacances. Et moi, je mérite de prendre ma retraite un jour. » ai-je rétorqué, ma voix s'élevant légèrement. « Je mérite de vivre sans m'épuiser au travail. Je mérite d'être traitée avec respect par mon fils et ma belle-fille. » Mathieu a passé une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Ce n'est pas toi, maman. Tu as toujours été là pour moi. Et je le serai toujours. Émotionnellement. Mais financièrement, Célestine et toi devez voler de vos propres ailes maintenant. » Il s'est levé brusquement. « Bien, nous nous débrouillerons. Mais ne t'attends pas à ce que nous réorganisions nos vies pour t'inclure quand tu es si égoïste. » Égoïste. Le mot est resté suspendu entre nous. Une accusation cruelle et amère. « C'est le réveillon de Noël demain, » dis-je, changeant de sujet, ma voix lourde de ce que je voulais vraiment demander. « Vous verrai-je, Célestine et toi ?» Il a secoué la tête, évitant mon regard. « Nous allons chez les Delacroix. La mère de Célestine nous attend. »« Je vois. Et Noël ?» dit-il, sa voix prenant une qualité répétée, distante. « À propos de ça, les parents de Célestine reçoivent quoi eux cette année? Ce sera principalement leur entourage, leurs amis de la famille. Célestine pense, nous pensons tous les deux, que cela pourrait être gênant pour toi. Et c'était ça, après tout. Après des années à faire passer leurs besoins avant les miens, après avoir sacrifié ma retraite, ma santé, je n'étais même pas la bienvenue à leur table de Noël. Gênant? J'ai répété le mot, goûtant l'amertume dans ma bouche. Ce n'est rien de personnel, Mathieu, dit-il, reculant déjà vers la porte. C'est juste un public différent, tu sais. Tu ne t'y plairais probablement pas de toute façon. Mais c'était personnel. Profondément, douloureusement personnel. Je comprends, dis-je, même si je ne comprenais pas. Pas vraiment.
J'espère que vous passerez de belles fêtes. » Après son départ, je suis restée longtemps sur le seuil de ma porte, regardant l'endroit où sa voiture avait été garée. 34 ans de maternité, à le faire passer avant tout. Et c'était là que nous en étions arrivés. Un endroit où j'étais considérée comme égoïste, pour ne pas m'être épuisée à payer son train de vie, où je n'étais pas la bienvenue au dîner de Noël parce que je ne cadrais pas avec la nouvelle vie de mon propre fils. Ce soir-là, un SMS de Célestine a vibré sur mon téléphone. « Mathieu m'a parlé de ta décision. Très déçu. Je pensais que tu te souciais de notre famille. Je suppose que nous savons où nous en sommes maintenant. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris une autre décision. Une qui allait tout changer. Le lendemain matin, plutôt que de passer le réveillon de Noël seule à m'apitoyer sur mon sort, j'ai conduit jusqu'au centre communautaire. Sophie avait organisé un repas de Noël solidaire pour les seniors qui n'avaient nulle part où aller. Je ne lui avais pas dit que je venais, et son visage s'est illuminé quand elle m'a vue entrer. « Élise, je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui !» s'est-elle exclamée, sa voix un baume pour mon esprit à vif. J'ai eu un changement de programme. Ai-je dit simplement. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste tendu un tablier. « Eh bien, nous sommes ravis de vous avoir. » La purée a besoin d'être remuée. Pour la première fois depuis des années, j'ai savouré un repas de fête sans tension, sans marcher sur des œufs, sans surveiller mes mots, pour ne pas offenser Célestine ou ses parents. Les seniors du centre communautaire étaient reconnaissants pour la compagnie, la nourriture, la simple gentillesse d'être considéré un jour de fête. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. La paix. Et avec cette paix est venue une clarté glaçante sur ce que je devais faire ensuite. Lorsque nous nous sentons totalement ignorés par ceux pour qui nous avons tous sacrifié, quelles forces invisibles se rassemblent pour alimenter notre douce rébellion. Un cœur lourd guida mes pas vers le bureau de maître Édouard Lambert. Mais une résolution nouvelle et inébranlable pulsait sous l'ancienne douleur. Son bureau, un espace tranquille de bibliothèque et de senteur de papier vieilli, offrait un sentiment de compétence calme qui m'avait réconforté des années auparavant, après le décès d'Armand. Maître Lambert, le regard perspicace, écouta patiemment tandis que je racontais les 3 années de paiements hypothécaires versés à Mathieu et Célestine. Cette entente verbale qui me liait. Il hocha la tête, prenant des notes. D'un point de vue légal, sans accord écrit, cet argent pourrait être considéré comme un don, expliqua-t-il. Cependant, un contrat implicite pourrait être argué. Mais ce serait un processus long, coûteux et assez public. Mon estomac se serra à l'idée de poursuivre mon propre fils. « Je ne veux pas d'action en justice, » dis-je, la voix douce. « Je veux juste protéger ce qu'il me reste. Alors je vous recommande de tout documenter, » conseilla-t-il. « Chaque paiement, tout SMS, courriel, juste au cas où. » Il marqua une pause, son expression devenant sérieuse. « Il y a une autre chose, Élise. S'ils ne respectent pas leur hypothèque et que votre nom figure sur un document de prêt, cela pourrait vous affecter. » Mon cœur fit un bond. Mon nom n'est pas sur leur hypothèque, mais j'ai contresigné une ligne de crédit hypothécaire l'année dernière. Célestine a dit qu'ils en avaient besoin pour des améliorations de la maison. Les yeux de maître Lambert se plissèrent. Dans ce cas, s'il ne rembourse pas ce prêt, le prêteur pourrait se retourner contre vous pour le paiement. À combien s'élevait la ligne de crédit ? 50 000 €, murmurai-je. Il soupira. Je vous recommande fortement de vérifier l'état de ce compte immédiatement. S'ils l'ont utilisé, vous devriez envisager de le rembourser directement pour protéger votre propre crédit. Je quittai son bureau avec une clarté glaçante.
Ma vulnérabilité financière, résultat direct de mes sacrifices, était une réalité dégrisante. Mon premier arrêt fut la banque. Le représentant afficha le compte. Le solde actuel sur la ligne de crédit hypothécaire est de 48 622 €. Ma bouche devint sèche. Ils avaient utilisé presque toute la ligne. Quand a eu lieu la dernière transaction ? Demandai-je, ma voix ferme malgré le tremblement de mes mains. Un retrait de 12 000 € le 15 novembre. Juste avant Noël, juste avant les vacances au ski, juste avant l'exclusion de Noël. Je voudrais rembourser ce solde et clôturer le compte, dis-je, les mots pesant lourdement sur ma langue. Le solde entier ? C'est un montant considérable, répondit le représentant, surpris. Je comprends. Je vais transférer les fonds de mon compte de retraite. Cela prit près de 2 heures. Les pénalités de retrait anticipé étaient substantielles, mais les mots de Maître Lambert résonnaient. L'alternative était bien plus coûteuse. Alors que je rentrais chez moi, un étrange engourdissement s'installa en moi. Je venais de sacrifier presque toutes mes économies de retraite restantes pour me protéger de l'imprudence financière de mon propre fils. La douleur de cette réalité était si profonde qu'elle avait tourné à un vide froid et dur. À la maison, 3 appels manqués de Mathieu et un SMS. Besoin de discuter, situation hypothèque urgent. Appelle-moi. Je mis mon téléphone de côté. J'avais besoin de temps. Ce soir-là, je regardais mon bilan financier. 20 000 € restants en économies accessibles. À peine de quoi tenir un an. Ma pension serait modeste, dans des années. Ma maison était mon seul autre atout, une que j'avais espéré laisser à Mathieu. L'ironie amère ne m'échappa pas. Toutes ces années à économiser pour son avenir. Maintenant confronté à la possibilité de vendre ma maison juste pour assurer le mien. Mon téléphone sonna de nouveau. Mathieu. Je répondis. « Maman, enfin !» dit-il irrité. « J'essaie de te joindre toute la journée. » « J'avais des rendez-vous, » répondis-je simplement. « Nous devons parler de cette situation d'hypothèque. Le paiement était dû hier. Avis de retard de la banque. »« Oui, » dis-je. « J'imagine que oui. » Il y eut un silence. « Alors, tu vas envoyer le paiement ou pas ? Parce que si ça apparaît sur notre dossier de crédit, je ne ferai plus aucun paiement sur votre hypothèque, Mathieu. » L'interrompis-je. Comme je te l'ai dit la semaine dernière, je me concentre sur ma propre sécurité financière maintenant. Maman, tu ne peux pas juste... » Il s'arrêta, puis adopta un ton geignard que je connaissais de son adolescence. « Écoute, je sais que tu es contrariée à propos de Noël, mais c'est la tradition de la famille de Célestine. Ce n'est pas comme si nous t'excluions délibérément, sauf que c'est exactement ce que vous faites. » Dis-je doucement. Célestine m'a spécifiquement dit que je ne me sentirais pas à ma place parmi les gens chez ses parents. « Elle ne voulait pas dire ça comme ça, » protesta-t-il. « C'est juste que sa famille fait les choses différemment. Ils sont plus formels. Plus formels que la femme qui t'a élevé, qui a travaillé 60 heures par semaine pour te payer l'université, qui paie ton hypothèque depuis 3 ans. » Le silence à son bout du fil fut assourdissant. Cette femme n'est pas assez formelle pour s'asseoir à une table de Noël avec la famille de ta femme ? Tu tiens les comptes, claqua-t-il. Je pensais que tu aidais parce que tu le voulais, pas parce que tu attendais quelque chose en retour. Je n'attends rien en retour, dis-je, ma voix se brisant, sauf un respect élémentaire et peut-être une certaine inquiétude pour ma santé. Bien sûr que je suis inquiet, dit-il, mais son ton suggérait le contraire. C'est juste un mauvais timing. Les fêtes approchent et nous avons des obligations. Des obligations plus importantes que la santé de ta mère ? Demandai-je. Il soupira. Ne dramatisons pas, maman. Écoute, je vais voir ce que nous pouvons faire. Peut-être que nous pourrons t'envoyer la moitié ce mois-ci. Ne te donne pas la peine, dis-je. Un calme étrange et absolu s'installant en moi. Je trouverai une solution.
Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma maison silencieuse, voyant vraiment ma situation. J'avais tout donné à un fils, qui voyait mes sacrifices comme des obligations. J'avais vidé mes économies pour maintenir son train de vie, négligeant mes propres besoins, me rendant malade pour des gens qui planifiaient des séjours au ski, alors que je ne pouvais pas me permettre de réparer un robinet qui fuyait. Puis le coup final et choquant de Mathieu. Tu sais quoi? Très bien. Garde ton argent. Reste seul chez toi pour Noël. J'espère que ça en vaudra la peine. La ligne se coupa. Je suis restée là, le thé refroidissant devant moi, laissant les larmes venir. Pas seulement pour la piqûre immédiate de sa colère, mais pour toutes les années que j'avais investies en lui, croyant que mes sacrifices seraient reconnus. Pour l'érosion progressive de notre lien, remplacée par l'apparence et le statut. Pour la mère que j'avais été, qui avait échoué à enseigner à son fils la valeur de la gratitude. Le lendemain matin, je me suis réveillée les yeux gonflés mais l'esprit plus clair. Je ne pouvais pas contrôler leurs réactions, seulement les miennes. J'ai appelé Sophie. « Peux-tu toujours me prendre pour le dîner de Noël ?» Elle s'exclama. « Bien sûr, nous serions ravis de t'avoir. Juste ta merveilleuse personne. » Puis le bureau du docteur Dubois. J'assisterai à la fête de Noël de l'hôpital. Sa secrétaire sembla ravie. Enfin, j'ai appelé Lynn, ma sœur à Lyon. Nous avons parlé pendant 1 heure. « On dirait que tu prends enfin soin de toi, » dit-elle. Il était temps. Parfois, la partie la plus difficile d'être parent est de laisser nos enfants faire face aux conséquences. Ajouta sagement Lynn. Tu as appris à Mathieu à marcher en lâchant finalement ses mains, n'est-ce pas? C'est juste la version adulte de ça. Ces mots furent un baume. Lynn promit une visite après le Nouvel An. La perspective de me reconnecter, d'être valorisée, me remonta le moral. Pour la première fois depuis des années, ma vie n'était plus organisée autour de Mathieu. Je faisais des projets basés sur mes propres souhaits, me connectant avec des gens qui me rendaient sous l'affection, fixant des limites. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais c'était une que je pouvais embrasser avec dignité. En regardant le jour de Noël encerclé sur mon calendrier, j'ai effacé la marque rouge. J'ai écrit « Dîner chez Sophie, 14h ». Pas les vacances en famille que j'avais prévues, mais peut-être le début d'une nouvelle tradition, bâtie sur le respect mutuel. Et cela, réalisai-je, avec une paix douce amère, devrait suffire. Pourtant, dans les moments calmes, entre ces nouvelles étapes courageuses, pouvais-je vraiment faire taire la question lancinante de savoir si le cœur d'une mère peut jamais guérir complètement des blessures infligées par son propre enfant? Me choisir m'a valu une confrontation rapide et douloureuse. Mon nouvel emploi du temps allégé à l'hôpital m'offrait la paix. Mais les appels de Mathieu devinrent désespérés. Il arriva, furieux à propos de l'hypothèque annulée. Il m'accusa d'égoïsme, puis porta le coup fatal. Je n'étais pas la bienvenue pour Noël, jugée gênante pour sa nouvelle vie. Le SMS de déception de sa femme qui suivit enfonça le couteau plus profondément. Le réveillon de Noël au centre communautaire offrit un bref réconfort. Mais la véritable épreuve arriva bientôt. Monsieur Delacroix, le père de Célestine, apparut, tentant effrontément de me soudoyer pour que je reprenne leurs paiements hypothécaires. Son offre désinvolte, ne me voyant que comme un outil financier, provoqua un refus ferme. Plus tard, Mathieu appela, enragé. Il m'accusa de gâcher leur fête pour avoir rejeté Monsieur Delacroix. Ces mots froids et définitifs, « Garde ton argent, reste seul chez toi pour Noël, j'espère que ça en vaudra la peine », coupèrent le dernier lien. Les larmes coulèrent, non seulement de douleur, mais de perte profonde. Pourtant, quand l'amour est accueilli avec un tel mépris froid, comment choisir enfin la dignité et retrouver sa propre valeur? La veille de Noël arriva. Une légère couche de neige
transformant Beaumont-sur-Loire en une scène digne d'une carte de vœux. Les biscuits au gingembre de ma mère embaumèrent la cuisine. Une paix tranquille s'installant en moi. Plus tard, Hélène, emmitouflée en rouge, me taquina sur mon grand rendez-vous du réveillon de Noël. Mon moi dormant, s'éveillant. La maison de style Tudor de Vincent resplendissait. « Tu es magnifique », dit-il, son regard admiratif rencontrant le mien. Le dîner fut parfait, la lumière des bougies dansant. « J'ai voulu vous inviter pendant des années », avoua Vincent, « mais vous sembliez plus présente dans votre propre vie maintenant. » « Nécessité », admis-je, expliquant comment la maladie, née du sacrifice, avait mené à de douloureuses révélations. Le plus dur, accepter que la proximité que je croyais avoir était conditionnelle. Quand j'ai fixé des limites, tout a changé. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère? Ai-je laissé échapper? Absolument pas, dit Vincent d'un ton ferme. Ça fait de vous une bonne mère, une qui donne l'exemple d'une saine prise en charge de soi. Sa validation apaisa quelque chose de profond en moi. Notre baiser du soir, doux mais persistant, envoya un frisson de possibilité. Ce n'était pas la vie de quelqu'un d'autre, c'était la mienne, enfin en pleine expansion. Le lendemain matin, l'appel de Célestine. « Élise, je pense que nous devons parler. Café à midi. » Sa voix, sincèrement angoissée. Elle était pâle, fatiguée. « Mathieu ne sait pas que je te rencontre, » murmura-t-elle. « Savais-tu pour le jeu ?» Les mots me frappèrent. Célestine confirma l'addiction de Mathieu. 2 ans de paris secrets, carte de crédit saturée, hypothèque avec 4 mois de retard. Mes économies, la ligne de crédit hypothécaire, tout avait alimenté son vice. J'arrive à mon point de rupture. Admit-elle, la voix tremblante. Mathieu était devenu instable, la blâmant. Il a sous-entendu que si j'étais une meilleure épouse, il n'aurait pas besoin de s'échapper par le jeu. C'est un comportement typique d'addict, déclarai-je, la colère montant pour elle. J'ai peur, avoua-t-elle. Il n'est jamais trop tard pour prioriser ton propre bien-être, dis-je en lui prenant la main. Pour fixer des limites. Elle cherchait une thérapie, des appartements. Si tu as besoin d'aide, je suis là, offris-je. Elle me serra dans ses bras, des excuses sincères. Ce qui ressemblait à un abandon était en fait de l'amour, créant un espace pour la vérité. Je sortis dans le froid, prête. Le matin de Noël se leva clair et froid. Célestine apparut à 8h08. Ses affaires faites. Mathieu l'a découvert. Il est devenu instable. J'ai besoin d'un endroit où rester. Tu es la bienvenue, dis-je. Vers midi, Mathieu apparut, furieux. Où est-elle? Demanda-t-il. Elle t'a monté contre moi. Mathieu, tu as besoin d'aide, dis-je fermement. Une aide professionnelle pour ton addiction au jeu. Je n'ai pas d'addiction, ragea-t-il, essayant de me repousser. C'est ma maison, déclarai-je. Je te demande de partir. Si tu refuses, j'appellerai la police. Il me regarda incrédule. Tu appellerais la police pour ton propre fils, le jour de Noël? Je le ferai si c'est ce qu'il faut pour maintenir les limites et assurer la sécurité de tous. Ses épaules s'affaissèrent. Bien, mais dis à Célestine que ce n'est pas fini. Joyeux Noël, maman, dit-il d'une voix faible. Je suis désolée que ça tourne ainsi. Je suis désolée aussi, répondis-je. Je t'aime, Mathieu, mais je ne peux pas soutenir des comportements qui te nuisent. À l'intérieur, Célestine dit « J'ai tout entendu. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas de ta faute. » L'ai-je assuré. Sophie Leclerc, Hélène et Vincent arrivèrent, apportant mets et bonne humeur. Notre dîner improvisé fut empreint de chaleur, de rire. Célestine se détendit, riant même au récit de rencontre d'Hélène. Le regard de Vincent, chaleureux d'admiration.
croisa le mien. Célestine appela plus tard ses parents, en ressortant avec un profond soulagement. Mon père a dit qu'il était fier de moi. Je réfléchis seule. 6 semaines auparavant, j'étais désespérée. Ce soir, je recevais, j'accueillais, je débutais une nouvelle relation. Une force avait émergé. Une année s'écoula. Par une douce journée de printemps, je me tenais dans mon jardin avec le club de jardinage de Beaumont-sur-Loire. Vincent installait un treillis. Célestine, dans son propre appartement, plantait des herbes, reconstruisant sa vie, son divorce en cours. Mathieu, touchant le fond après avoir dilapidé le prêt de ses beaux-parents au jeu, entamait un traitement. Il essayait. J'avais pris ma retraite, mon temps rempli de voyages avec Vincent, de peinture, d'appels avec Lynn. J'avais annulé les paiements? Oui, mais m'était donné, à Mathieu et à moi-même, quelque chose d'inestimable. Une chance pour des vies bâties sur la vérité. Ce soir-là, Vincent prit ma main. « Ton courage, dit-il. Cette volonté de réécrire ta vie, c'est ce que j'admire le plus. Il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que l'on était censé être, souris-je. Je le comprends enfin. La paix s'installa sur le jardin en fleurs. Un an jour pour jour après ce Noël fatidique, je m'adressais à un groupe de soutien pour les familles de joueurs compulsifs. La décision la plus difficile fut d'arrêter de payer cette hypothèque. Cela ressemblait à un abandon. Mais c'était en fait la chose la plus aimante que j'ai pu faire. J'offris de l'espoir à une femme éplorée, dont le fils avait aussi sombré. En rentrant, je réfléchis. Mathieu était sobre depuis 6 mois, reconstruisant prudemment sa vie. Le divorce de Célestine finalisé, un nouvel emploi, une nouvelle relation, notre lien une amitié sincère. Même les Delacroix avaient financé un programme de traitement. Vincent dégagea la neige de mon allée. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-il. « Bien, importante. Je crois que cela a aidé certaines personnes. Tu as une façon d'offrir de l'espoir, » dit-il. À travers la fenêtre, le sapin de Noël scintillait. Cette année, Mathieu se joindrait à nous, ainsi que Célestine, Sophie Leclerc, Hélène, Lynn et son nouveau petit ami. « Je pensais, » dit Vincent, tapant la neige de ses bottes, « à la maison. Je pensais ce que j'ai dit. Je pense que nous devrions le faire. Vendre nos 2 maisons, acheter un nouvel endroit ensemble. Je pense que tu as raison, dis-je, certaine. Il est temps. » Je touchais sa joue. Cette dernière année m'a appris que les meilleures décisions paraissent effrayantes au début, mais mènent à la croissance et à la joie. En entrant dans la chaleur de ma maison, bientôt juste un chapitre, je ressentis une profonde gratitude pour le courage de fixer des limites, de faire face aux vérités, de recommencer. Cela n'avait pas été facile, mais cela en avait valu la peine. À quelle fréquence découvrons-nous que nos plus grands actes d'amour-propre deviennent les tournants inattendus pour tout le monde autour de nous? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de courage et de transformation.